Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Plus d'éléments pour présenter le dernier numéro d'éléments. Alors certains s'étonneront peut-être du pansement qui est à mon front. Il se trouve que j'ai respecté scrupuleusement les gestes barrières et en voulant éviter une personne qui ne portait pas de masque, eh bien je me suis cogné et voilà. Donc c'est comme ça. Alors autour de moi pour présenter ce nouveau numéro, le programme est chargé puisqu'il s'agira, nous parlerons de Napoléon, des transsexuels et enfin, avec notre ami Rémi Soulier que je vais vous présenter, de Hermès, du mystérieux dieu espiègle, comme on l'appelle parfois. Enfin, il n'est pas qu'espiègle d'ailleurs, nous le verrons. Autour de moi, pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Esric. Bonjour Pascal. Bonjour et bienvenue dans cette émission que vous connaissez. François Bousquet, que vous connaissez aussi, rédacteur en chef d'Éléments et aussi patron Deus Ex Machina de la nouvelle librairie. Programme chargé, vous pourrez de publication, vous pourrez nous en parler. Je vous invite à aller rue de Médicis. Ensuite, Rémi Soulier. Bonjour, cher Rémi. Bonjour, Olivier. Vous viendrez nous présenter votre nouveau livre, votre dernier livre, qui s'appelle, je l'ai ici, Les Métamorphoses d'Hermès, sous-titré Hermétis et Herméneutique, publié aux éditions de la Nouvelle Librairie, dans la collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade. Patrick Luzinski, pardon. Patrick Luzinski, j'ai toujours des problèmes avec les gens qui ont des prénoms. Patrick Luzinski, le directeur artistique d'Éléments et aussi notre présentateur d'émission cette année-là, que vous retrouverez le mois prochain. Alors, chers amis, je vais me tourner d'abord vers Pascal Esric. Nous allons parler de Napoléon, parce qu'il y a un dossier sur Napoléon. Napoléon, aujourd'hui, est victime d'une sorte de haine, wokiste, puisqu'on lui reproche d'être un horrible esclavagiste. Au fond, on lui reproche d'être un mâle blanc européen de plus de 50 ans, en quelque sorte, bien qu'il soit mort à 53 ou 54 ans. Exactement. C'est surtout une couverture, d'abord. La couverture d'Éléments. Et ce titre, ce mot d'ordre même, Vive l'empereur et mort au con, qui sert de fil conducteur à l'ensemble de ce dossier. C'est un peu, on a voulu payer notre dette à la mémoire française en réalité. Je m'explique en confectionnant, en travaillant sur ce dossier, et j'avoue en travaillant en solitaire sur ce dossier, j'ai voulu rendre hommage à cette mémoire française, à cette mémoire paysanne. En réalité, le Napoléon que vous allez découvrir dans ce numéro, en tout cas, moi, je l'ai imaginé, c'est le Napoléon des paysans. Le Napoléon de la légende, le Napoléon des paysans, celui des chansons de Béranger, celui de la bonne dame qui chante Souvenir du peuple de Béranger. Celui qui apparaît dans le médecin de campagne aussi de Balzac. J'allais le dire, de Gogla, à la veillée, qui raconte en réalité ce Napoléon-là. Et c'est la raison pour laquelle on est allé rencontrer Thierry Lens, et c'est Fabien Niès-Goda qui a fait cet entretien. Thierry Lens, qui est donc le président de la Fondation Napoléon, qui est surtout l'auteur d'un livre à l'emporte-pièce, c'est un livre de grognard pour Napoléon, et qui fait quelque chose d'assez curieux pour un historien, c'est qu'il... moi, je trouve que c'est curieux, curieux et intéressant. Il écrit le mot « nous » en parlant des Français. Et c'est toujours intéressant le nous en tant que Français dans un livre d'histoire. Ça veut dire et ce qu'il dit est encore plus intéressant. Il dit Napoléon est en nous. Il est en nous. Pourquoi ? Parce que et là il en appelle bien évidemment à Victor Hugo, à Balzac, on en parlait tout à l'heure, Balzac, à Musset, et en fait à toute une littérature, à la littérature française. Qui est constitutive de ce nous, et en plus de tout un tas d'autres institutions qu'a créé Napoléon, et qui sont toujours aujourd'hui en étant de marche debout, quoi. Même si effectivement vous avez raison. Debout, si je puis dire, malheureusement. Ouais, exactement. Et le Napoléon que j'ai voulu présenter. On sent qu'il y a eu des problèmes. Oui, il y a eu des tensions. C'est un Napoléon professeur d'énergie. C'est Barrès, c'est celui qui... Voilà, c'est que dans le marasme actuel, dans cette espèce de morosité, etc., il nous donne des leçons. Ça peut être un exemple
d'ambition. Et c'est ce en quoi il peut nous servir. Voilà. J'ajoute aussi, je crois que vous n'en avez pas parlé, Éric Zemmour nous a donné un petit entretien dans ce dossier. Voilà. Oui, bien sûr, mais bien évidemment. Alors pour aller plus au fond, bien évidemment, Éric Zemmour nous a fait l'amitié et il nous suit depuis tellement longtemps. Un abonné historique de très très longue date. Il nous a donné bien sûr cet entretien, mais il y a aussi, pour poursuivre dans la légende, on a ce très bel entretien de Jean-Louis Tremblay qui est allé à Sainte-Hélène et qui, là encore, et c'est un entretien au long cours où il nous a fait l'amitié de pouvoir publier les photos de ce périple et de Sainte-Hélène. Et là encore, on est dans la légende. Donc, ce n'est pas un dossier pour intellectuels. C'est-à-dire que non. C'est un dossier qui fait un dossier vibrer les cœurs. Voilà, exactement. Voilà. Et d'ailleurs, on commence, pour faire vibrer les cœurs, on commence dès le départ par Lui partout, le poème de Victor Hugo qui est magnifique. Haut les cœurs, donc grâce à Napoléon Bonaparte. Moi, je vous encourage, petite intervention personnelle, je vous encourage à lire aussi certains textes que Napoléon a inspiré aux écrivains du XXe siècle, puisque vous parlez des écrivains du XIXe siècle, et notamment, ça vient d'être édité récemment, le magnifique Napoléon d'Éliphore, que Perrin a réédité dans la collection Tom Pouce, je crois. Est-ce que c'est Perrin, Tom Pouce, peu importe. Et c'est un texte où là, d'ailleurs, Éliphore fait l'éloge d'un Napoléon presque nietzschéen, du surhomme et d'un grand professeur d'énergie. Donc je vous recommande, d'abord parce que la plume d'Éliphore est quand même une des plus belles plumes de la littérature française, et le livre vient d'être réédité. Nietzsche a écrit de très belles pages aussi sur Eh bien, c'est un nietzschéen, Blois, évidemment, l'âme de Napoléon. Mais je voulais parler d'Éliphore parce que c'est un auteur qui nous l'aimons beaucoup, c'est vrai, nous aimons beaucoup Éliphore. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Patrick, décidément. Patrick Luzinski, est-ce que vous voulez, vous qui êtes corse? Non, mais moi, j'ai pas eu le droit au chapitre, parce qu'effectivement, comme je suis d'origine corse, et que Napoléon... Heureusement. Et on s'en réjouit. il y a une ambiguïté de Napoléon et la Corse depuis le départ. Bon, je parle pas d'Ajaccio où on vend des petites statuettes tous les jours de Napoléon, donc c'est une sorte de business. Mais les Corses ont toujours eu l'impression que Napoléon les a trahis. C'est quelqu'un qui a été d'abord admirateur de Pascal Paoli et qui ensuite a considéré que l'aventure corse n'avait pas beaucoup d'intérêt. Moi, ce que je retiens de Napoléon, je crois que c'est pas la légende, c'est le politique. Je racontais hors studio cette anecdote qui m'a toujours j'ai trouvé incroyable, c'est qu'à Sainte-Hélène, Napoléon vient avec son argenterie. À l'époque, ça se faisait, on partait avec son argenterie sur place, et à un moment, il décide de la vendre. On lui dit, son aide de camp lui dit, mais vous n'avez pas besoin de la vendre, vous avez de quoi vivre sans problème. Il fait, si, on va la vendre, parce que d'ici 2 ou 3 ans, toute l'Europe saura que j'ai été obligé de vendre mon argenterie parce que les Anglais sont incapables de me nourrir. C'est-à-dire que jusqu'au bout de sa vie, il a pensé politique. Et c'est peut-être l'un des premiers hommes de communication. Hein. Il suffit il y a beaucoup de livres sur les tableaux de Napoléon, et tout était orchestré, ses vêtements, ses gestes, etc. Il a tout calculé. Et ça, c'est le mec, c'est un homme moderne par rapport au reste de l'Europe de l'époque. Très bien, alors maintenant nous allons passer... Oui, excuse-moi Pascal. Sur ce que vient de dire Patrick, c'est tout à fait vrai, et sur Sainte-Hélène encore. Enfin, ça paraît encore plus si on lit le très très beau livre de Pierre Brandat, Napoléon à Sainte-Hélène, qui vient de paraître, qui va encore plus dans le sens qu'indique Patrick. Donc voilà. Mais il y aurait encore à dire sur les... Napoléon, il faudrait faire 15 heures d'émission, moi même beaucoup plus. Maintenant, nous allons parler de créatures qui s'intitulent, qui sont peut-être d'ailleurs qui voyagent, mais cette fois-ci, c'est des voyages à travers le sexe. Vous savez, il y a une chanson de Léo Ferré où il se met à crier brusquement « Je suis un homme, perhaps, je suis un chien ». Eh bien, il y a des gens qui disent « Je suis un homme, perhaps, je suis une femme », qui ne savent pas trop, même s'ils ont des muscles, des sexes. Ne faisons pas de transphobie, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus
de gens qui, j'en vois même dans la rue parfois, des créatures en quelque sorte, nouveaux créatures. Il y a les OGM, il y a aussi des trans. Qui sont les OGM de l'espèce humaine, puisque c'est l'avant-garde du transhumanisme, c'est trans. Hein. Ce qui est fascinant, on a consacré un long papier de 6 pages aux trans. Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène assez ancien, les castrats fonctionnels, les eunuques, on connaît le phénomène. Hein. On connaît également les drag queens, c'était il y a 10 ans les drag queens, mais les drag queens, ça correspond à des canons érotiques, voire pornographiques, au fond, à somme toute assez classiques de la masculinité féminine, hein, avec des seins en titane, et du silicone partout. C'est une chose connue. Aujourd'hui, ce qui est fascinant avec le phénomène trans, c'est sa démocratisation, sa banalisation, sa lyophilisation. Il y a des trans de 4 ans, des trans de 12 ans, il y a des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes. Hein. On a tous découvert, janvier 2021, la nouvelle administration Biden, hein, avec cette formidable Rachel Levine. Biden est peut-être une femme, d'ailleurs. Non. Biden, c'est encore autre chose. Lui, je le souviens dans mon papier, à 80 ans, il a l'air plus jeune qu'à 70 ans. C'est aussi les avantages de la chirurgie esthétique et d'une sorte de transsexualisation également du corps et des corps. Hein. Mais c'est en train de s'imposer partout. Tous les jours, c'est sidérant. L'agenda trans est en train de nous submerger. À Berlin, le festival, il n'y a plus d'interprétation masculine, féminine. Hein. C'est unisexe. Ça va arriver en France, ça va arriver aux États-Unis. Les Miss France pourront accueillir des trans. Hein. On n'a plus le droit sur les livrets de famille de mettre homme-femme. Maintenant, c'est parent 1, parent 2. On n'a plus le droit de parler de lait maternel. Il faut parler de lait humain, de lactation humaine. Hein. Enfin, tout est à l'avenant. Donc, on a voulu consacrer un papier au long cours sur ce phénomène qui est en train de tout submerger et qui est un peu la parabole de notre temps, à découvrir dans Éléments. Très bien. Cher François, merci. Y a-t-il des abonnés trans à Éléments ? On ne sait pas. Pas encore. En tout cas, ils se cachent en tout cas. Mais les temps changent. Très vite fait, les temps changent. Il y avait un trans dans le groupe du Front National au Parlement européen il y a 20 ans. Allemand. Qui surprenait, c'était une femme, qui surprenait Jean-Yves Le Gallou. C'est Jean-Yves qui me devient d'ailleurs de Jean-Yves. Hein. Et à l'époque, on disait que les trans étaient des nazis. Ah oui. C'était il y a 20 ans. Il y avait une trans allemande dans le groupe auquel le Front National appartenait au niveau européen. J'en ai fini. Très bien. Ouais. Bon, écoutez, maintenant je me tourne vers Rémi Soulier pour nous parler quand même de choses intemporelles, bien que ce soit d'actualité en quelque sorte, intemporelles, inactuelles en quelque sorte. Pour reprendre, vous avez consacré un texte à Frédéric Nietzsche, et on sait que le terme inactuel est un terme qu'affectionnait Nietzsche. Oui, puisque l'inactualité, c'est aussi l'intempestivité. L'intempestivité. Et donc, l'intempestivité. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que vous venez de consacrer donc un livre, un court essai, mais un court essai dense, et qui, comme souvent d'ailleurs dans vos travaux, qui allie à la fois l'érudition, la poésie, l'essai et la littérature. Vous ne faites pas un essai universitaire. Vous donnez peut-être, pour reprendre un terme de Sioran, c'est un exercice d'admiration en quelque sorte, même une prière, une louange du dieu Hermès, où vous explorez en fait, parce qu'il faut voir que les dieux, évidemment, ont plusieurs visages. C'était pas Janus, mais enfin, ils ont multiples visages d'Hermès. Mais alors justement, moi j'ai une question à vous poser, une première question. Vous êtes un homme enraciné, vous avez écrit sur Charles Péguy, vous avez publié chez le regretté Pierre-Guillaume de Roux, dont nous reparlerons tout à l'heure. D'ailleurs, vous avez publié chez Pierre-Guillaume de Roux un texte qui s'appelle Racination, et Hermès, dans un certain imaginaire, c'est l'opposé de l'enracinement. Hermès, c'est le voyageur, l'homme qui fuit, le messager, on verra, quoique un messager, c'est aussi quelqu'un qui fait le lien. Mais alors pourquoi vous intéressé à Hermès ? Ça m'a je crois justement parce qu'il n'y a pas d'antagonisme radical entre un certain enracinement et une certaine mobilité. C'est-à-dire que, comme toujours, lorsqu'on a affaire aux dieux et lorsque l'on a affaire à la pensée symbolique en général, nous sommes forcément confrontés à une forme d'ambivalence. C'est-à-dire un côté sombre, un côté lumineux, un côté clair, un côté plus obscur. Et les dieux et les symboles ont ces deux visages. L'important, c'est de tenir ces deux visages ensemble et de tendre vers ce que la tradition philosophique appelle traditionnellement l'unité des contraires, ou l'union des contraires. Et je crois que l'union des contraires, c'est-à-dire cette manière de ne pas penser les oppositions sur un mode dialectique au point où l'une devrait triompher de l'autre, soit parce qu'elle l'emporte, soit parce que les deux sont transformés dans une forme de synthèse. Je crois que le maintien de ces tensions entre les contraires dit quelque chose de très vrai sur l'univers, ni plus ni moins. Et cela, les dieux grecs, et Hermès singulièrement, le font sentir. Oui. Et cet Hermès, donc, qui est en effet un dieu de la mobilité, c'est vrai, mais
là encore, c'est le problème évidemment dans notre époque où tous les mots sont pervertis, où les mots mentent, c'est que lorsque l'on parle de mobilité, on va immédiatement penser par exemple à ce que les technocrates appellent aujourd'hui les mobilités actives, par exemple, ou la mobilité durable. Et on peut faire défiler un chapelet comme ça de formulations technocratiques stupides. Ce qu'il faut comprendre chez Hermès, c'est qu'il est un dieu de la mobilité, mais cela signifie qu'il est un dieu de la relation, et de la relation entre les hommes et les dieux. C'est-à-dire qu'il est un dieu de la mobilité, mais dans un monde dans un monde unifié. Une terre et un ciel. Vous consacrez d'ailleurs l'intercesseur, Hermès, l'intercesseur. Oui, c'est un de ces nombreux visages, en effet, de la mobilité, de l'échange, y compris d'ailleurs sur un mode plus trivial qui est l'échange commercial, parce que l'échange commercial est nécessaire aux sociétés, c'est la troisième fonction, c'est la fonction du ventre, en quelque sorte, de la production et de la reproduction, mais qui reste prise dans un ordre divin. Et tout l'enjeu, évidemment, c'est de percevoir cet ordre divin et de voir en quoi il demeure, y compris aujourd'hui, d'ailleurs. Où il est profané en permanence. Vous venez d'ailleurs sur la profanation, c'est un thème important aujourd'hui. Nous sommes dans une société de profanation. C'est le nom de notre société. C'est la société qui fait le malin en quelque sorte. Qui fait le malin, comme disait Peggy. Juste un petit rappel, parce que nous avons de jeunes auditeurs qui ne connaissent pas forcément Hermès. Vous pouvez en quelque sorte, si on peut appeler biographie pour un dieu, pour un personnage divin, nous rappeler un peu qui il était, le situer aussi dans la mythologie grecque. Oui, alors les principaux renseignements que l'on a à propos d'Hermès sont issus essentiellement de l'hymne homérique, où on apprend qu'il est le fils de Zeus et d'une nymphe. De Maïa. D'ailleurs, c'est intéressant, dans le livre, ce n'est pas qu'un amusement d'ailleurs, mais Maïa, c'est aussi la mère du Bouddha. Enfin, Maïa, c'est le mois de mai. Ouais. C'est Maria également, c'est Marie, en effet. C'est-à-dire qu'il a un lien à la fois avec, ô combien, la paternité et la masculinité, et avec la féminité, bien entendu, et la féminité des nymphes. Enfin, donc, c'est un jeune dieu. C'est très important parce que c'est le dieu qui est le plus immédiatement associé à la jeunesse. Il est enfant, il apparaît d'emblée comme le dieu enfant, un peu comme Dionysos d'ailleurs, où on a toute une... Et ce n'est pas neutre, enfin. L'espiègle, je parlais du dieu espiègle. Alors, il est très espiègle, il est chapardeur, il est voleur. La première chose qu'il fait, à peine né, dit l'hymne numérique, il va voler les bœufs de son demi-frère Apollon. Et donc, évidemment, ça va entraîner un conflit entre eux, mais ils vont se réconcilier. Apollon lui donnera sa houlette, qui deviendra le fameux caducée, qui est un des grands symboles, qui est le symbole hermétique ou hermésien par excellence. Et c'est un dieu, en effet, qui va intercéder, qui va faire l'intermédiaire entre Zeus et les hommes, entre Zeus et les autres dieux. Et comme tel, d'ailleurs, c'est une dimension importante d'Hermès, c'est un dieu qui est dépositaire d'un savoir. Et d'un savoir royal, c'est-à-dire de la parole de Zeus. C'est aussi pourquoi il est très... certes, il a un côté joueur, il a un côté espiègle, chapardeur, voleur, mais en même temps, on a affaire à un dieu qui a à voir avec ce que l'on appellera plus tard, dans la pensée grecque, j'entends le logos, c'est-à-dire la raison, le discours, la parole, et le savoir, et donc la connaissance. Oui, et un savoir qui justement n'oppose pas l'esprit à la lettre, vous n'aimez pas la dialectique, et ça vous y revenez, et ça m'a tout à fait intéressé, cette opposition, quand on cite un peu mal d'ailleurs les évangiles, la lettre qui tue forcément et l'esprit qui vivifie, alors que pour justement, dans une certaine tradition hermétique, la lettre aussi vivifie en quelque sorte. Quand on l'apprend non plus comme une lettre morte, comme quelque chose de tout fait. Bien sûr. Pour parler comme Peggy. Encore Peggy, moi qui nous est cher. Évidemment. Qui m'a parlé d'ailleurs très favorablement de Napoléon, puisqu'on parlait de Napoléon, des Invalides. Et il prenait Peggy, les Invalides et l'Arc de Triomphe. Enfin, il était véritablement... c'est la geste française qui se perpétue. Jacques Ellul parlait de parole humiliée. Il s'inquiétait de la parole humiliée par les médias, par les images, par les réseaux sociaux. C'est ça. Et justement, peut-être que le sens de votre texte, c'est justement, à travers la figure d'Hermès, de réhabiliter aussi une parole qui vivifie. Donc, exactement. Une parole hermétique, mais pas au sens abscon. Oui, pas au sens abscon. Elle peut l'être également, mais elle ne l'est pas nécessairement. Oui, je crois que l'important, c'est la parole qui n'est pas prostituée, qui n'est pas profanée. Le monde contemporain est un monde d'illusions, de fraudes, de mensonges en permanence. Il y a un mensonge spectaculaire qui se donne à voir. François Bousquet évoquait les transsexuels. C'est une des modalités du mensonge. Eh bien, se replonger dans le monde des dieux et singulièrement dans le monde d'Hermès, c'est se replonger dans un monde qui est vrai, mais qui est vrai non pas au sens d'une vérité arithmétique, d'une vérité calculante, mais au sens, pour reprendre la distinction de Heidegger, d'une vérité méditante. C'est-à-dire que cette méditation nous amène en effet à pulvériser
toutes les oppositions possibles et imaginables et à voir ce qu'elles ont de vivant. Un peu comme les deux serpents du caducée d'Hermès qui s'enlacent. Parfois, dit-on même qu'ils copulent. Il y a quelque chose d'érotique aussi chez Hermès. Oui, il y a des représentations d'Hermès. Comme tout ityphalique, effectivement. Ouais. Oui, comme toujours, parce que Eros est évidemment l'une des grandes affaires des Grecs, c'est-à-dire le désir, et que l'on retrouve aussi dans la philia, dans l'amitié, dans la philosophie. Donc les Grecs, effectivement, sont des gens, vous savez, quand Héraclite dit rentrez, venez dans la cuisine, parce que les dieux sont aussi présents, Eros est lui-même un dieu, effectivement, et Hermès, l'ensemble, l'enjeu, si l'on veut, l'un des enjeux possibles, est de voir ce que la vie vécue dans l'unité et dans l'harmonie peut avoir de divin. Voilà. Et je crois que les dieux grecs, et singulièrement Hermès, pour notre époque, on peut entrer, si parmi les auditeurs, parmi les lecteurs, certains ont une image d'Hermès, la mobilité d'Hermès, qui les séduirait, la mobilité au sens général. Eh bien, qu'il profite de cette conception de la mobilité, y compris au sens moderne, pour s'approprier Hermès, mais pour s'approprier un sens élevé et le sens le plus adéquat, je crois, à ce qui est de la mobilité. Voilà. Écoutez, il nous reste 5 minutes. Je peut-être une dernière question, simplement une question pour nos auditeurs, outre votre livre, pour s'initier justement à ce monde peut-être pas complexe, mais oui complexe, parfois pour certains esprits contemporains, en tout cas très riche, de la mythologie grecque et particulièrement d'Hermès. Est-ce que vous auriez, outre votre livre, quelques conseils de lecture? Vous voyez, je pense oui, il y a de très grands livres qui ont été écrits à ce propos. Je pense à ceux de Walter Otto en particulier, que l'on trouve en collection que vous citez Pagno, d'ailleurs. Effectivement. Le livre s'appelle Les dieux grecs, où on a et puis également en collection de poche. Je crois que c'est en presse pocket, c'est à vérifier, de Walter Otto, toujours, Théophanie. Ce sont 2 ouvrages d'un accès très simple, mais qui permettent de saisir tout ce que la mythologie grecque, en l'occurrence, parce qu'on pourrait se référer bien entendu à d'autres mythologies, mais enfin en l'occurrence il s'agit de mythologies européennes. Ils sont parfois proches des mythologies européennes, il y a des racines communes. Exactement, elles se rapprochent et même au-delà d'ailleurs, à un certain point, bien des rencontres sont possibles. Et les livres de Walter Otto sont extrêmement fins, extrêmement intelligents, pour comprendre ce en quoi la mythologie pense, au fond, et en quoi elle n'oppose pas la pensée à la vie, mais où elle est une des formes de la vie vivante. Le mythe, je crois, est une des formes, comme la poésie, une des formes les plus élevées de la pensée. C'est une clé d'or, en quelque sorte. C'est une clé d'or, voilà. Exactement. Mais écoutez, cher Rémi, merci pour ce court entretien, mais merci à vous. Une fois, merci pour votre densité et pour aussi ces conseils de lecture. C'est important aujourd'hui de guider, comme Hermès d'ailleurs, vers les bonnes lectures et vers le savoir. Enfin, le savoir, pas dans ce qu'il peut y avoir de scolaire, évidemment. Nous avons quelques minutes pour évoquer la mémoire, évidemment, puisque dans notre prochain numéro, il sera question de Pierre-Guillaume de Roux. La mort de Pierre-Guillaume est très proche. Moi, je dois vous avouer que j'étais très, très lié à Pierre-Guillaume depuis quelques années. C'était une amitié récente, mais une amitié très forte. Et c'est vrai que Pierre-Guillaume va nous apparaître, je pense, dans les années à venir. On va se découvrir aussi son magistral travail d'éditeur. Moi, je me suis replongé dans le catalogue des éditions Pierre-Guillaume de Roux, de Dominique Vénère, Alain de Benoît, en passant par Roland Jacquard, Philippe Barthelet, Rémi Soulier, et tant d'autres choses, notamment quand il était aux éditions du Rocher. Je pense à la collection d'histoire dirigée par Stéphane Courtois, qui est quand même magistral, où on lui doit des livres très importants aussi. Et puis j'aimerais retenir, moi, de Pierre-Guillaume, un Pierre-Guillaume plus espiègle, pour reprendre Hermès, cet homme qui n'avait pas perdu cette faculté d'enthousiasme, de joie. Je me souviens d'un Pierre-Guillaume à qui on pouvait parler de Alejo Carpentier, parce que c'était une de nos conversations, ce grand écrivain cubain d'origine bretonne et russe, et tout d'un coup ça pétillait, les yeux de Pierre-Guillaume étaient animés par le feu, ou son cher Dickens, et puis les auteurs qu'il défendait coûte que coûte avec cette passion qui nous manquera. Donc voilà, je vous tenais à parler de Pierre-Guillaume. Toi aussi, Rémi, je pense que cette mort a été importante. Tu le connaissais depuis quelques années, je crois que tu racontes. Je te laisse parler, excuse-moi. Non, mais je le connaissais effectivement depuis 20 ans, et plus de 20 ans même. C'était une amitié très ancienne. J'ai été d'autant plus atteint par son décès que je le savais certes malade, mais pas à ce point-là. Et donc ça a été une nouvelle, ça a été un effondrement. Et comme vous le dites, le catalogue de Pierre-Guillaume de Roux, donc son œuvre, parce qu'un éditeur, quand on est un grand éditeur, c'est le cas de Dimitrievitch, dont il fut en quelque sorte le disciple de Vladimir Dimitrievitch et de l'âge d'homme. Quand on est
est un grand éditeur, ce qu'a été Pierre-Guillaume de Roux, on a une œuvre. Et comme vous le dites, son œuvre n'a pas fini d'être explorée, parce que certes, il y a tous les livres qu'il a publiés aux éditions du Rocher, chez Barthia, à la Table Ronde, où il a été directeur littéraire également, et puis il y a sa maison, sa propre maison. Et là, son catalogue est effectivement fabuleux. Et en quelques années, puisque c'est en 10 ans. En très peu d'années. Et il avait, comme vous le dites très justement, cette faculté d'enthousiasme et d'admiration. C'est quelqu'un qui n'était pas blasé. Alors, il y a dans le parisianisme le plus vil, il y a une mode du fait d'être blasé. Enfin, lui, pas du tout. Son enthousiasme était intact, sa faculté d'admiration était intacte, et de ce point de vue-là, la lettre vive pour le coup, et l'esprit vif, eh bien, je crois qu'on le trouve dans les livres qu'il a publiés et dans l'âme qui était la sienne et qui demeure. Merci Rémi, et puis vous retrouverez un certain nombre d'hommages à Pierre-Guillaume de Roux dans notre numéro. Je pense notamment à Rémi Soulier, Christopher Gérard, Françoise Bonnardel, François Bousquet et moi-même. Et Alain de Benoît, évidemment. Je vous encourage aussi à consulter notre blog où vous retrouvez un certain nombre d'hommages à Pierre-Guillaume de Roux. Chers amis auditeurs, téléspectateurs, merci de nous avoir suivis pendant ce court mais dense moment de l'émission Le Plus d'éléments. Je vous retrouve d'ici 2 mois. En attendant, vous aurez le plaisir d'entendre et de me retrouver d'ailleurs aussi à l'émission de notre ami Patrick, vous voyez, j'ai réussi à le dire, Patrick Luzinski, dans 1 mois, qui s'appelle Cette année-là. Voilà, merci à vous, bonne journée, au revoir, portez-vous bien, au revoir.